Julia Le Funès, vous êtes philosophe, vous êtes essayiste, vous êtes chroniqueuse et vous allez nous donner votre point de vue de philosophe sur ce qu'est la transgression, nécessité, scandale. Comment vous voyez le sujet ? Oui, alors je pense qu'elle est par-delà bien et mal. C'est ni un scandale ni une nécessité. Je la distinguerais déjà du concept de désobéissance parce qu'on pourrait les confondre. La transgression englobe l'idée de désobéissance, mais elle ne s'y résout pas pour autant. Dans l'idée de désobéissance, il y a un refus, il y a une rébellion, on n'agit pas, on n'accomplit pas, on n'applique pas. Il y a une sorte on est contre quelque chose quand on désobéit. Alors que dans l'idée de transgression, il y a bien sûr l'idée de désobéissance, on est contre quelque chose, mais en plus, il y a une force qui va. On veut amorcer quelque chose. C'est moins réactif et c'est un peu plus actif. Et c'est ça qui est très intéressant. Moi, j'adore ce thème et j'ai vraiment été contente d'être invitée parce que j'ai trouvé le thème justement pas banal et très intéressant. Donc, il y a une force qui va, il y a une activité. On est moins contre que pour. Et donc, cette force qui va, elle va vers quoi ? Il y a 3 solutions possibles. Soit elle va vers le bien commun. Si je prends quelques exemples historiques, Rosa Parks ne fait pas simplement que désobéir quand elle refuse de se lever pour laisser la place à un blanc. En plus, elle amorce un mouvement de libération. C'est ça qui était transgressif. C'était pas simplement une désobéissance. Quand Solzhenitsyn décide de ne pas se taire, c'est pas une simple désobéissance. Il amorce aussi quelque chose. Il dévoile une vérité historique sur la tyrannie concentrationniste soviétique. Donc, les exemples pourraient être nombreux, mais on voit très bien que dans la transgression, il y a quelque chose qui peut aller vers le bien commun, beaucoup plus que dans la simple idée de désobéissance. Donc, soit la transgression va vers le bien, c'est le meilleur des cas, soit la transgression a sa propre finalité. Il y a une sorte d'ivresse de la transgression, comme il y a une ivresse de la vitesse. On transgresse pour transgresser, on provoque pour provoquer, on se révolte pour se révolter. On sent en fait qu'est-ce qu'on aime là-dedans. On l'a tous expérimenté plus ou moins. Parfois, on sait qu'on n'est pas forcément dans le bon chemin, mais on continue quand même. Et on éprouve le vertige de sa propre liberté. On agit vraiment à partir de soi-même. Mais là, c'est très absurde. La transgression devient une absurdité parce que c'est un moyen au service de quelque chose, et là, quand elle devient sa propre finalité, on fait d'un moyen, la transgression, une fin en soi, et c'est un mouvement pour un mouvement, et comme tout mouvement pour mouvement, c'est une absurdité, c'est la définition de l'absurde. Manger pour manger n'a aucun sens, courir pour courir n'a aucun sens, parler pour parler, c'est peut-être ce que je fais, n'a absolument aucun sens, donc la transgression pour la transgression n'a aucun sens, mais elle peut être sa propre finalité, donc pour qu'elle ait un sens, il faut qu'elle concède à n'être qu'un moyen au service d'autre chose qu'elle-même. Et 3e cas de figure, donc soit elle vise le bien, soit elle se vise elle-même, on tombe vite dans l'absurdie, soit elle vise le mal, bien sûr. Les meurtriers, les criminels, enfin les exemples sont nombreux, les pédophiles transgressent, bien sûr, en visant le mal, en rompant avec des principes républicains, avec des libertés fondamentales, avec des droits fondamentaux. Donc bien sûr, ça c'est le côté négatif de la transgression. Mais si la transgression, c'est ça qui est passionnant, je trouve, dans ce thème, si la transgression peut expliquer le pire ou le mal n'est pas explicable uniquement par la transgression, puisqu'il est aussi explicable par son contraire, l'obéissance absolue. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'exemples aussi historiques où parce qu'on obéit, parce que l'humain obéit à la lettre, il commet le pire. Évidemment, l'exemple suprême, c'est Eichmann à Jérusalem, quand on écoute son procès, que Hannah Arendt a commenté, il dit 1000 fois « j'obéissais aux ordres » et je ne faisais pas qu'obéir aux ordres, j'obéissais à la loi du Führer. Donc évidemment, là c'est un cas typique d'obéissance qui conduit au mal, à ce qu'Hannah Arendt appelait la banalité du mal. Donc le mal n'est pas simplement le résultat de la transgression, mais aussi de la banalité, c'est-à-dire qu'il arrive sournoisement, insidieusement, de manière tentaculaire et facile, dès lors qu'on ne se questionne plus sur la finalité de ce qu'on fait, sur le sens de ses actions. D'autres exemples, les terroristes islamistes, j'ai jamais discuté avec l'un d'entre eux, donc je m'aventure un peu dans l'explication, mais j'ai pas le sentiment qu'ils aient conscience de transgresser ou qu'ils aient la volonté de transgresser. Au contraire, ils ont le sentiment d'obéir à la loi d'Allah, ou en tout cas à ce qu'ils considèrent comme la loi d'Allah. Donc c'est une obéissance stricte. L'Inquisition, c'est un autre exemple aussi, qui combattait l'hérésie, donc justement, c'était un rappel à l'ordre, au dogme, de la façon la plus fidèle et la plus rigoureuse possible. Donc le mal est aussi explicable par une obéissance très stricte. Donc ça veut dire quoi de l'humain ? Et pour moi, la transgression est une marque, une valeur quand elle vise le bien, justement, une marque d'humanité. Pourquoi ?
parce qu'elle est par-delà bien et mal. Il faut, pour transgresser, c'est la marque de son autonomie, c'est la marque d'une personne. C'est quoi être un sujet? Être une personne, c'est agir à partir de soi-même. Et pour agir à partir de soi-même, il faut être capable de prendre un risque et de ne pas obéir comme une machine procédurale, mécanique et se robotiser. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle qui rivaliserait soi-disant avec une intelligence humaine. Moi, je m'inquiète beaucoup plus de l'intelligence humaine qui s'artificialise très vite dès lors qu'elle ne se pose plus la question du pourquoi je fais ça. Donc, être une personne, être un sujet, c'est être capable de prendre des risques quand le sens de la situation l'exige, l'impose. C'est pas s'affranchir de tout, bien sûr, mais c'est vraiment être capable, la machine, l'intelligence artificielle est incapable de prendre un risque qui n'est pas un risque induit dans ses algorithmes dont elle peut déduire des comportements. Donc elle est incapable de prendre un risque à partir d'elle-même. C'est une marque spécifiquement humaine. La transgression, elle implique l'idée de risque aussi. C'est pour ça je vais faire un parallèle comme ça. Deuxièmement, être une personne, c'est aussi se poser la question du sens de ce qu'on fait, du sens de nos actions. La transgression, je l'ai dit, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi, donc il faut bien se poser la question de la finalité de ce qu'on fait. Là aussi, c'est une qualité intrinsèquement humaine. La machine, l'intelligence artificielle, la robotisation, la digitalisation, toutes ces nouvelles technologies auxquelles on est vraiment confronté aujourd'hui, sont incapables d'avoir cette réflexivité sur le sens de leurs actions. Donc si on veut en faire des moyens et pas des puissances autonomes qui viennent rivaliser avec notre esprit, il faut bien qu'on mise sur ce qu'on a de spécifiquement humain. Et la question du sens en fait partie aussi. Puis pour passer à l'acte, il y a aussi cette dimension dans la transgression, le passage à l'acte. Il faut le courage de ses actes, la confiance en soi-même pour justement oser l'action. Donc ces trois dimensions, la capacité à prendre un risque, la capacité à se poser la question du sens de ses actions et la capacité à se faire suffisamment confiance pour passer à l'acte, sont trois dimensions intrinsèquement humaines et que la transgression regroupe aussi. Donc en ce sens-là, l'acte transgressif est une marque d'humanité. L'humain, c'est pas simplement obéir à la loi, c'est se hisser au-delà de la loi, c'est aussi ne pas se soumettre à l'impératif de l'obéissance à tout prix. Donc voilà pourquoi la transgression est presque une culture psychique, un discernement, un exercice pour être véritablement humain. Là, je parle de la transgression au bon sens du terme, pas dans les deux sens que j'avais évoqués au tout début. Donc voilà, je ne veux pas être trop longue, peut-être qu'il y a des questions, mais voilà tout ce que ça m'évoque. Et pour moi, c'est vraiment ça, être une personne, c'est être capable de transgresser quand le sens de la situation l'exige. Et c'est une marque d'humanité. Oui, donc vous dites au fond transgresser pour transgresser, ça n'a pas de sens, parce qu'effectivement, la transgression est un moyen au service d'un projet, finalement. Oui. Et parlons plutôt effectivement des transgressions positives plutôt que négatives, même si parfois la frontière n'est pas forcément toujours très facile à tracer. Oui. Mais ma question, c'est est-ce que finalement, la transgression, dans son aspect héroïque finalement, un peu, est-ce qu'elle est forcément toujours le fait d'un individu? Est-ce qu'au fond, une collectivité peut pousser quelqu'un à la transgression? Est-ce que ça peut être aussi un acte collectif, tel que vous le décrivez finalement, avec l'autonomie de la volonté, la conscience de ce qu'on fait pour franchir des limites dans des buts positifs? Est-ce que c'est toujours et nécessairement un acte personnel? Non, vous avez raison on pourrait comprendre ça, c'est vrai, à partir de ce que j'ai dit. Et vous avez raison de redonner la dimension collective, parce que pour être capable d'agir aussi à partir de soi-même, il faut se sentir, avoir confiance dans les autres et se sentir épaulé par un collectif. Et ce qui est très intéressant dans la notion de collectif, c'est qu'elle suppose la conscientisation d'un mal, d'un danger ou d'une menace. Trop souvent, on pense que le collectif, pour faire corps, il faut avoir un but commun et que ça suffit. Mais c'est faux. Parfois, on a un but commun, on veut que l'émission soit réussie, que la journée soit réussie. Ça ne fait pas de nous un collectif au sens vraiment fort du terme. Et à chaque fois que vous prenez des exemples de collectifs, d'équipes très soudées, équipes médicales par exemple, ou le corps militaire, il y a toujours la conscientisation d'un danger. Alors si je travaille beaucoup avec les sapeurs-pompiers, les militaires de Paris, ils font corps, c'est un corps militaire, un collectif, parce qu'il y a la conscientisation de la mort qui est une éventualité à chaque action. Quand vous regardez les ouvriers, quand est-ce qu'ils sont solidaires et qu'ils osent transgresser des choses, c'est quand l'usine menace de fermer. Quand on crée une association, en général, c'est un drame personnel qui est à l'origine d'une association. Donc la transgression est évidemment aidée et épaulée par un collectif très fort, parce que le collectif inclut l'idée d'un mal, d'un danger ou d'une menace. C'est pas négatif de dire ça, mais quand l'individu se sent
ressent pas menacé dans sa vulnérabilité, dans son individualité, il ne ressent pas nécessairement la nécessité d'une action commune. Et encore une fois, le but commun, on peut avoir le même but, mais être désengagé, démotivé. C'est quand, là, la période, l'année a typiquement montré ça. Pourquoi on s'est montré si solidaire vis-à-vis du personnel soignant et des métiers dits de première ligne, alors qu'ils sont dans la rue depuis des années. Je parle des médecins et des aides-soignants depuis des années. Et tout d'un coup, pourquoi on les applaudissait un peu gentiment? J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très sympathique dans le geste d'applaudir sur les balcons, mais d'insuffisant et presque d'indécent, puisqu'on sait qu'ils sont dans la rue et dans le besoin depuis bien plus longtemps. C'est parce qu'on s'est senti vulnérable et touché dans son individualité. On s'est dit, nous aussi, on va peut-être avoir le Covid, c'est peut-être moi demain qui suis en réanimation. Donc tout d'un coup, je ressens la nécessité d'une solidarité. Donc le collectif et la transgression vont de pair. Effectivement, le collectif, il y a des héros, bien sûr, ça peut se faire individuellement, mais le collectif aide à ça, parce que le collectif véritable a de toute façon en tête l'idée d'un mal, l'idée d'une menace, l'idée d'un danger, qui explique après la force, la puissance, l'efficacité qu'on peut mettre ensemble pour passer à l'acte. Alors moi j'ai compris aussi cette question sur le fait qu'il y a toujours des gens qui sont des pionniers dans tous les domaines. Simplement, c'est réalisable à un certain moment. Oui. Et on est rarement seul pionnier, c'est souvent un peu, mais à un moment donné, il va y avoir un concours de circonstances qui va faire que ça va émerger. Bien sûr que Hitler, pour reprendre ça, a écrit Mein Kampf et tout ça, mais dans une situation économique de l'Allemagne très particulière, qui a permis l'émergence. Telle ou telle activité médicale, puisqu'on faisait référence, elle s'est développée parce qu'il y avait une certaine nécessité, et on franchit des pas. Mais en fait, il y a plusieurs personnes, après, c'est une minorité, mais après, ça entraîne l'adhésion, parce que souvent on oublie la compréhension, le contexte. Oui, exactement. Le contexte. Il y a le moment, la temporalité, les circonstances qui font que la personne va être comprise ou que le groupe va être enfin compris. Vous, je ne sais pas, je ne vais pas m'aventurer, mais les fécondations in vitro, c'était peut-être impensable, ça aurait été peut-être impensable, même si techniquement on pouvait 30 ans en avant. Ça a été tenté, ça a été tenté. C'est vrai, voilà. Donc, il y avait des précurseurs. Voilà. D'ailleurs, on a parlé de Pincus hier comme transgressif par rapport à la contraception. Philippe Bouchard a parlé de ça. Et en fait, Pincus, en 1930, avait tenté la fécondation in vitro. Et l'idée de la fécondation in vitro, évidemment, il n'a pas réussi pour tout un tas de raisons. Mais donc, le contexte, le temps, c'est ce que... Exactement, c'est le moment opportun. C'est ce qu'Aristote appelait le kairos, c'est-à-dire pour une rencontre, on peut rencontrer quelqu'un et ça ne crée pas une rencontre parce que ce n'est pas au bon moment de notre vie. Donc c'est vraiment, je pense que vous avez raison d'insister sur la dimension temporelle, circonstancielle, parce que tout ne dépend pas de la volonté, même si j'ai beaucoup insisté, parce que je crois aussi à la force individuelle, mais tout ne dépend pas de l'individu. Bien sûr qu'il y a le collectif et bien sûr qu'il y a le contexte temporel qui va faire émerger véritablement la teneur et la valeur de la transgression. Voilà, c'est ça. Et la transgression individuelle va exprimer à ce moment-là. Voilà. C'est une boucle rétroactive, pas d'individuel sans collectif, sans contexte, et c'est une valse à 3 temps. C'est seul l'environnement et souvent le collectif. Exactement, c'est ça. Exactement. Donné, dans le bien ou dans le mal. Voilà. Effectivement. On a les ingrédients. Maintenant, il faut les agencer. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Julien, parce que on reviendra dessus peut-être sur la conclusion. Parce que vous avez donné un éclairage sur moyen de. Mais peut-être le plus important, c'est la finalité. Voilà, exactement. C'est le projet de la transition. Voilà exactement. Le but. Mais on s'est interrogé sur le moyen, c'est déjà pas mal. Parce qu'en soi, il peut être aussi délétère. Oui, exactement. Bénéfique. Exactement. Le moyen lui-même. C'est ça. Bon, merci beaucoup à tous les deux.